Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public. Attendue depuis plusieurs mois, cette ordonnance modifie sensiblement le droit de la commande publique puisqu'elle abroge notamment le désormais célèbre Code des marchés publics ainsi que les ordonnances du 6 juin 2005 et du 17 juin 2004. Cependant, elle n'entrera en vigueur qu'après la parution de ces décrets d'application et au plus tard le 1er avril 2016. Alors, ce texte important qui transpose en droit français les directives européennes du 26 février 2014 a pour objectif de rassembler les règles régissant tous les contrats constituant des marchés publics au sens de ces directives, tout en conservant des dispositions propres à chaque catégorie de contrat et en prenant en compte les spécificités de certains acheteurs. Cette ordonnance divisée en 4 parties va-t-elle totalement bouleverser le droit de la commande publique ? Quelles sont les principales modifications et innovations contenues dans ce texte ? Assiste-t-on véritablement à une simplification, une modernisation des règles de la commande publique ? Nathalie Ricci, avocate à la Cour au sein du cabinet Seban et Associés, spécialisée en droit des marchés publics, des délégations de services publics et en droit de l'énergie, va décrypter les dispositions essentielles de ce texte. Alors avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Bonjour à tous, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire durant lequel je vais tenter donc de vous apporter et de clarifier des précisions sur les grands apports donc de cette ordonnance du 23 juillet 2015 qui, comme vient de le dire Monsieur Do, a transposé les directives européennes en matière de marché public. Quels sont donc ces grands apports de cette ordonnance du 23 juillet 2015 ? Il me semble qu'on peut les subdiviser en 3 grandes parties. En premier lieu, cette ordonnance procède à une simplification et une rationalisation de l'architecture du droit interne des marchés publics. En deuxième lieu, l'ordonnance prévoit un ensemble de dispositifs qui tendent à favoriser l'accès des PME à la commande publique. Et en troisième et dernier lieu, l'ordonnance procède à une utilisation stratégique de la commande publique conformément aux dispositions des directives européennes. Nous allons donc démarrer sur le premier objectif de cette ordonnance du 23 juillet 2015 qui procède à une simplification et à une rationalisation de l'architecture du droit interne des marchés publics. Je pense que vous avez pu tous le constater, les textes de droit interne relatifs aux contrats et plus particulièrement aux marchés publics, au sens des directives européennes, étaient jusqu'ici très nombreux et assez disséminés. Et par conséquent, ils étaient source de complexité pour les entreprises et les acheteurs publics. C'est pourquoi le gouvernement a souhaité simplifier et rationaliser l'architecture du droit interne des marchés dans un but de lisibilité. À cet effet, on peut relever 4 mesures qui ont été prises par l'ordonnance du 23 juillet 2015. Tout d'abord, elle rassemble au niveau législatif et au sein d'un corpus juridique unique l'ensemble des règles communes applicables aux contrats qui sont des marchés publics au sens des directives européennes. Ensuite, l'ordonnance du 23 juillet 2015 rénove véritablement le régime des contrats de partenariat sous l'appellation désormais des marchés de partenariat. Enfin, l'ordonnance du 23 juillet 2015 clarifie le champ des contrats administratifs et la répartition du contentieux relatif à ces contrats et elle harmonise les notions françaises et européennes de définition des marchés publics. S'agissant du regroupement des textes existants, vous avez pu le constater, l'ordonnance du 23 juillet 2015 rassemble au sein d'un seul et unique corpus les règles régissant tous les contrats constituant des marchés publics au sens des directives européennes. Pour autant, l'ordonnance du 23 juillet 2015 conserve des dispositions propres à chaque catégorie de contrat. Notamment, la première partie de cette ordonnance est consacrée au marché public alors que la deuxième partie de l'ordonnance est consacrée au marché de partenariat. Et cette ordonnance prend également en compte les spécificités de certains acheteurs. On pense notamment aux acheteurs soumis au secteur des réseaux, les anciennes entités adjudicatrices, mais également les marchés de défense et de sécurité qui font aussi l'objet de dispositions spécifiques. Cet effort de simplification est de nature à renforcer la sécurité juridique des procédures et à accroître l'efficacité de l'achat public. Pour vous citer un seul chiffre qui a été repris à de nombreuses reprises par le gouvernement, l'ordonnance réduit de 40% le volume des règles de niveau législatif jusqu'alors applicables au marché public, ce qui est quand même considérable. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ordonnance du 23 juillet 2015 couvre donc désormais l'ensemble des contrats qui répondent à la définition européenne des marchés publics, ce qui implique que la dichotomie entre les marchés relevant de l'ordonnance du 6 juin 2005 et ceux relevant du Code des marchés publics soit supprimée.
Ces dispositions, on peut s'interroger, préfigurent certainement la constitution d'un véritable code de la commande publique qui a été annoncé par le gouvernement et qui devrait a priori sortir l'année prochaine, donc en 2016. Le schéma que vous trouverez en slide 6 résume à peu près ce qu'on vient de se dire, puisque vous voyez que l'ensemble des textes qui régissent les marchés publics et les contrats de partenariat, que ce soit le Code de marché public, l'ordonnance du 6 juin 2005 ou, s'agissant des contrats de partenariat, les dispositions du CGCT et de l'ordonnance du 17 juin 2004, ainsi que l'ensemble de leurs mesures d'application, devraient être réunis au sein de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de ces deux décrets d'application qui devraient être promulgués d'ici le début de l'année prochaine. Ensuite, l'ordonnance du 23 juillet 2015 rénove véritablement le régime des contrats de partenariat au travers la création des marchés de partenariat. Ces dispositions figurent à la deuxième partie de l'ordonnance. Il s'agit des articles 66 à 90 de l'ordonnance. Dans un souci d'harmonisation des notions françaises et européennes et de lisibilité du droit, l'ordonnance du 23 juillet 2015 a eu en effet pour objet d'unifier et de consolider les différentes formules contractuelles dites complexes, au profit d'une forme unique, générique et transversale, à savoir le marché de partenariat. Ces marchés de partenariat regroupent donc aujourd'hui à la fois les contrats de partenariat public-privé, qui étaient alors jusqu'ici régis par les dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004 pour l'État et ses établissements publics et par les dispositions du CGCT pour les collectivités territoriales, et qui étaient jusqu'ici qualifiés de marchés publics au sens des directives européennes. Ces marchés de partenariat regroupent également tout un corpus de contrats dits contrats complexes, tels que les baux emphytéotiques administratifs, notamment les BEA, aller-retour, que les collectivités ont l'habitude de pratiquer. Il faut noter que ces marchés de partenariat sont définis comme étant des marchés qui permettent de confier à un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale, ce qui ne change pas. Toutefois, cette mission peut couvrir à la fois la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la maintenance, mais également, et c'est la nouveauté, la gestion d'une mission de service public, ainsi que tout ou partie de son financement. On pourra relever que dans l'ordonnance du 23 juillet 2015, on instaure un principe de modulation des effets des missions qui peuvent être confiées au sein d'un contrat de partenariat, ce qui est une véritable nouveauté. Les conditions de lancement de la procédure visant à l'attribution de ce type de marché de partenariat sont les suivantes. Tout d'abord, et ça ne change pas, il faut réaliser une évaluation du mode de réalisation du projet, et ce, quel que soit le montant d'investissement. Cette évaluation a pour objet de comparer les différents modes contractuels envisageables. Il s'agit de l'article 40 de l'ordonnance qui a pour but d'apprécier la pertinence du retour à ce type de contrat. La deuxième condition de lancement de cette procédure consiste en la réalisation d'une étude de soutenabilité budgétaire. Cette étude doit déterminer si un projet est viable pour les finances de la collectivité. Le but là est de pallier les risques de dérive budgétaire. La troisième condition de lancement d'une telle procédure est la transmission de ces deux évaluations et études à des experts. S'agissant de l'évaluation du mode de réalisation du projet, a priori, ça devrait être la MAP qui devrait être compétente pour recevoir ces évaluations, ou du moins son successeur. Et s'agissant de l'étude de soutenabilité budgétaire, il s'agira certainement des services de la direction des finances publiques qui contrôleront de telles études. Les conditions de recours au marché de partenariat ont été quelque peu rénovées, puisque désormais, les marchés de partenariat ne pourront être conclus que s'ils sont d'un montant supérieur à un seuil qui sera fixé par voie réglementaire. On attend donc les décrets d'application de l'ordonnance sur ce point, étant précisé que ce seuil devrait être fixé en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur, ainsi que de l'intensité du risque encouru. A priori, il devrait y avoir une grille de seuil à venir en fonction donc de l'ensemble de ces critères. Deuxième condition de recours à ce type de marché de partenariat, l'acheteur public doit démontrer que compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que le recours à d'autres modes de réalisation du projet. Il s'agit là de la condition qui existait jusqu'ici du bilan avantages-inconvénients. On remarquera donc que l'ordonnance du 23 juillet 2015 supprime les conditions relatives à l'urgence, qui est assez peu retenue jusqu'à présent, et surtout à la complexité qui avait donné lieu à de nombreux contentieux en matière de contrats de partenariat.
Quelles sont les nouveautés quant au régime juridique des marchés de partenariat? Tout d'abord, la personne publique va désormais pouvoir participer au financement des investissements en détenant une participation financière minoritaire au capital du titulaire du marché. On peut s'interroger sur l'application de ces dispositions qui rappellent toutefois les possibilités offertes en matière de CEMOP qui avaient été ouvertes au 1er juillet 2014 transposées dans le CGCT, dont la Constitution semblait toutefois exclue en matière de contrat de partenariat. Ensuite, lorsque le marché de partenariat comporte occupation du domaine public, le titulaire du marché pourra, sur autorisation de la personne publique, céder des biens en vue de valoriser une partie de son domaine public. Il s'agira là d'un système de cession en cascade, la personne publique cédant à son partenaire, le partenaire cédant ensuite à d'autres personnes privées. En cas de remise en cause judiciaire du contrat, c'est-à-dire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de partenariat, faut-il dire du marché de partenariat, par le juge, il est désormais prévu que les modalités d'indemnisation du titulaire puissent faire l'objet d'une clause particulière, réputée divisible des autres stipulations du contrat. Notamment, il pourra être prévu dans le contrat que le cocontractant soit indemnisé des dépenses engagées, parmi lesquelles peuvent figurer les frais financiers liés au financement, mis en place à condition qu'elles aient été utiles à l'acheteur. Là aussi, il semble qu'il faille attendre quelque temps que la jurisprudence puisse se prononcer sur ces conditions pour savoir exactement ce que retrouvera cette indemnité. En troisième lieu, toujours dans cet objectif de simplification et de rationalisation de la commande publique, l'ordonnance procède à une clarification du champ des contrats administratifs et de la répartition en conséquence du contentieux qui en découle. Il s'agit de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui clarifie ce champ d'application des contrats en étendant la qualification législative actuelle qui était issue de la loi Mursef à l'ensemble des marchés passés par des personnes morales de droit public. Désormais, donc, l'ensemble des marchés qui sont passés par des personnes morales de droit public sont qualifiés de contrats administratifs. Cette disposition est particulièrement intéressante s'agissant des EPIC nationaux ou encore de certaines personnes publiques qui étaient jusqu'ici soumises à l'ordonnance de 2005, puisque leurs marchés sont désormais qualifiés de contrats administratifs. En conséquence, cette disposition de l'ordonnance clarifie la répartition du contentieux, puisque désormais, dès lors que le contrat est qualifié d'administratif, il relèvera, en cas de contentieux, de la compétence de la juridiction administrative, sans même que les acheteurs ne s'interrogent sur l'application des critères jusqu'ici appliqués, qui étaient des critères jurisprudentiels liés à la présence d'une personne publique, à la présence de clauses exorbitantes de droit commun ou bien à l'objet même du contrat. Enfin, dans un souci de clarification, l'ordonnance met en cohérence certaines notions françaises et européennes pour la définition des marchés publics. Vous pourrez le constater, l'ordonnance du 23 juillet 2015 s'appuie sur des notions et des vocables qui ont été consacrés en droit européen, mais qui n'étaient jusqu'ici pas présents dans notre droit interne. Ainsi, et on l'a vu, la notion française désormais de marché public rejoint celle du droit européen, en incluant les marchés passés par certaines personnes privées, mais également les marchés de partenariat. La notion d'accord cadre englobe désormais les marchés à bon de commande, qui connaissaient jusqu'ici en droit interne une définition distincte. Nous n'avons désormais plus à nous poser la question sur les formulaires des avis de publicité, savoir s'il faut cocher la case accord cadre ou non, puisque l'ensemble des marchés de bon de commande sont bien qualifiés d'accord cadre. Ensuite, la notion de marché de travaux a été redéfinie afin d'englober les marchés de partenariat, dans le cadre duquel la maîtrise d'ouvrage de l'opération est confiée au titulaire. C'est pourquoi la notion de marché de travaux n'est plus définie désormais par référence à la notion d'exercice de la maîtrise d'ouvrage, au sens de la loi MOP, mais en fonction désormais de l'influence déterminante de l'acheteur public sur la nature ou sur la conception de l'ouvrage. La coopération publique donne lieu désormais à la notion de quasi-régie, qui est plus connue en droit communautaire sur la notion de in-house, qui fait réellement son apparition en droit français. Et autre nouveauté, les notions de sous-contrat et de sous-contractant, directement importées du droit européen, font leur apparition. Elles englobent désormais les notions de contrat de sous-traitance et de sous-traitant, ainsi que les co-contractants des titulaires des marchés de partenariat. Cette harmonisation des notions et vocables issues du droit européen des marchés publics marque réellement la volonté du gouvernement de se rapprocher encore plus du droit européen des marchés publics afin d'établir un cadre clair et unique pour l'ensemble des entreprises candidates à l'attribution des contrats relevant de la commande publique, quelle que soit leur implantation géographique.
Autre apport essentiel de l'ordonnance du 23 juillet 2015, c'est le fait que cette ordonnance prévoit un certain nombre de dispositifs qui tendent à favoriser l'accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises. Un petit rappel sur ce sujet, on notera que le décret du 26 septembre 2014, qui portait mesures de simplification applicables au marché public, avait d'ores et déjà intégré dans le Code des marchés publics et dans l'ordonnance du 6 juin 2005 deux mesures en faveur des PME, qui étaient entrées en vigueur au mois d'octobre 2014. Tout d'abord, il s'agissait de la limitation des exigences des acheteurs publics relatives à la capacité financière des candidats. En effet, désormais, les acheteurs publics pouvaient plafonner le montant du chiffre annuel exigible à 2 fois la valeur exigée du marché. Autre mesure prise en faveur des PME au travers de ce décret de septembre 2014, l'allègement des dossiers de candidature par l'interdiction pour l'acheteur public de demander des documents justificatifs qu'il pouvait obtenir directement par le biais d'une base de données ou d'un espace de stockage numérique et la possibilité pour les entreprises de ne pas fournir des documents ou renseignements qu'elles avaient déjà communiqués dans le cadre d'une précédente procédure. Poursuivant ce travail qui vise à favoriser l'accès des PME à la commande publique, l'ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit un certain nombre de dispositifs de soutien aux PME visant à ce qu'elles accèdent plus facilement à la commande publique. Parmi ces dispositifs, 2 doivent plus particulièrement être étudiés. Il s'agit de l'extension du principe de l'allotissement à l'ensemble des marchés et de la réservation d'une part de l'exécution des marchés de partenariat aux PME. S'agissant tout d'abord de l'extension de la règle de l'allotissement à l'ensemble des marchés, cette mesure a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de l'article 32 de l'ordonnance qui étend réellement le principe de l'allotissement à tous les marchés, y compris ceux qui sont conclus pour les besoins de pouvoir adjudicateur constitués sous la forme de personnes privées, qui étaient jusqu'ici soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005 et qui désormais sont englobées dans le nouveau corpus juridique de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Néanmoins, un certain nombre de réserves sont prévues à cette obligation d'allotissement, puisqu'il demeure toujours possible de conclure un marché global lorsque, d'une part, les acheteurs publics ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination, ce qui ne change pas du précédent texte du Code des marchés publics, ou bien si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. On notera également que les acheteurs publics ont la possibilité de ne pas allotir les marchés publics de défense et de sécurité, ainsi que les marchés publics globaux, qui, nous le verrons, est une catégorie de marchés qui a été sensiblement étendue par l'ordonnance du 23 juillet 2015. Conformément aux directives, l'ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit également que les acheteurs qui décident de ne pas allotir leur marché devront motiver leur choix selon des modalités qui seront toutefois définies dans les décrets d'application de l'ordonnance. Nous n'avons donc à ce stade pas d'autres précisions s'agissant de cette obligation de motiver le contournement de l'interdiction d'allotissement. La généralisation de cette extension devrait ainsi permettre aux acheteurs publics de bénéficier de plus d'offres, notamment de la part de PME, et donc d'élargir la concurrence sur leur marché. Autre nouveauté de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qu'il convient de noter en matière d'allotissement, les acheteurs peuvent désormais autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Vraisemblablement, ces offres variables devaient prendre la forme de ristournes de la part des candidats en fonction du nombre de lots dont ils pourraient être attributaires. On s'interroge toutefois sur la mise en œuvre pratique de cette mesure et notamment sur la possibilité pour les acheteurs de comparer les différentes offres variables qui seront remises par les candidats, si tant est que les acheteurs permettent dans leur marché de ne pas remettre un nombre d'offres variables identiques pour l'ensemble des candidats. Enfin, l'ordonnance du 23 juillet 2015 réserve une part de l'exécution des nouveaux marchés de partenariat aux PME. Il s'agit de l'article 87 de l'ordonnance qui prévoit que le titulaire d'un marché de partenariat doit désormais s'engager à confier à des PME ou à des artisans une part minimale de l'exécution du contrat. Là encore, les conditions et modalités selon lesquelles cette réservation devra être mise en œuvre sont déterminées par voie réglementaire. Donc on attend les décrets d'application sur cette mesure. Ce qui a été cependant précisé par l'ordonnance du 23 juillet 2015 est que, afin d'assurer l'effectivité de cette mesure, les acheteurs devront prendre en compte, parmi les critères d'attribution du contrat, la part d'exécution que le compte soumissionnaire s'engagera à confier à des PME, ce qui est une véritable nouveauté par rapport au texte existant.
Troisième apport de l'ordonnance du 23 juillet 2015, c'est le fait que cette ordonnance procède à une utilisation stratégique de la commande publique, conformément aux dispositions des directives européennes. Effectivement, au travers de cette ordonnance, la commande publique devient véritablement un support stratégique à la mise en œuvre des politiques publiques. En ce sens, différents dispositifs qui sont prévus par l'ordonnance tendent à promouvoir l'utilisation des marchés publics comme levier de politique, notamment en matière d'emploi, d'innovation ou de développement durable. On peut relever à cet égard un renforcement des clauses sociales et environnementales, une extension du dispositif des marchés réservés, ainsi qu'une extension du régime des offres anormalement basses, notamment aux prestations qui sont sous-traitées. Un petit rappel en la matière, le Code des marchés publics et l'ordonnance prévoient déjà un certain nombre de mécanismes qui permettent aux acheteurs de prendre en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale, et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au stade de la définition du besoin, c'est l'article 5 du Code des marchés publics repris à l'article 30 de la nouvelle ordonnance du 23 juillet 2015. Également au stade du jugement des offres, c'est l'article 53 du Code des marchés publics et 29 du décret d'application de l'ordonnance de 2005, qui n'est aujourd'hui pas repris dans l'ordonnance du 23 juillet 2015, puisqu'il faut le noter, la nouvelle ordonnance ne prévoit pas une liste à titre indicatif de critères de jugement des offres, mais laisse les acheteurs libres de fixer les critères notamment en termes de développement durable. Et enfin, au stade de l'exécution des marchés, c'était l'article 14 du Code des marchés publics et 4 du décret d'application de l'ordonnance de 2005, qui est aujourd'hui repris à l'article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, et qui consacre le fait que l'entreprise s'engage, si elle est retenue, à réserver une part des heures de travail généralisées par le marché à la réalisation d'une action d'insertion. En outre, les marchés réservés de l'article 15 du Code des marchés publics ont été repris et rénovés par l'ordonnance du 23 juillet 2015. S'agissant tout d'abord le renforcement des clauses sociales et environnementales. Donc je viens de le dire, c'est l'article 38 de la nouvelle ordonnance qui consacre cette possibilité en réaffirmant la possibilité pour les acheteurs d'insérer dans leur marché des clauses sociales et environnementales. Et ce, pour faire de la commande publique un véritable levier de déploiement des politiques publiques en faveur de l'insertion sociale et du développement durable. Toutefois, comme auparavant, il faut que les considérations sociales ou environnementales prises en compte par les acheteurs soient liées à l'objet du marché. Sur cette notion de lien avec l'objet du marché, qui a fait l'objet d'un certain nombre de commentaires et notamment de jurisprudence, il faut noter que l'ordonnance du 23 juillet 2015 se livre à une appréciation particulièrement souple de cette notion, puisque désormais les conditions d'exécution doivent se rapporter aux travaux, fournitures et services à fournir dans le cadre de l'exécution du marché, à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie. C'est donc l'introduction de cette notion de cycle de vie qui correspond à l'ensemble des étapes successives tout au long de la vie du produit, qui élargit donc cette notion de lien avec l'objet du marché. En d'autres termes, on peut supposer que cette exigence de lien avec l'objet du marché a été insérée uniquement dans le sens de sanctionner les acheteurs qui imposeraient des conditions d'exécution relatives notamment à la politique générale de l'entreprise en matière sociale et environnementale, qui seraient totalement sans lien avec l'objet du marché. Ce qui laisse donc une possibilité plus large aux acheteurs de pouvoir insérer de telles clauses sociales ou environnementales. Deuxième dispositif, c'est l'extension des marchés réservés, notamment aux entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Cette extension est consacrée dans les articles 36 et 37 de l'ordonnance. Un petit rappel sur les dispositifs existants, là encore, le Code des marchés publics et l'ordonnance de 2005 prévoyaient jusqu'ici que des marchés pouvaient être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail ou à des structures équivalentes lorsque 50% des travailleurs employés par ces structures sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur déficience, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. Quelles sont les nouveautés apportées par l'ordonnance du 23 juillet 2015 à ce dispositif ? L'ordonnance étend réellement le dispositif des marchés réservés, désormais à des structures d'insertion par l'activité économique et à des structures équivalentes lorsqu'elles emploient une proportion minimale de travailleurs défavorisés. Donc c'est l'extension de ces marchés réservés à des travailleurs défavorisés dans une proportion qui devrait être définie là encore par voie réglementaire. Il s'agit notamment des entreprises d'insertion, des entreprises de travail temporaire d'insertion, des associations intermédiaires ou encore des ateliers et chantiers d'insertion.
À noter donc que comme en matière de marché réservé à des entreprises adaptées, le pourcentage minimal de travailleurs handicapés ou défavorisés doit être précisé par décret. On relèvera sur ce point que les directives communautaires européennes prévoient désormais un seuil de 30%, donc ce qui est plus bas que le seuil qui est actuellement prévu en droit interne de 50%. À noter également que le nouveau dispositif n'est pas applicable en matière de marché de défense et de sécurité et que les deux dispositifs, donc à la fois travailleurs handicapés et travailleurs défavorisés, peuvent être cumulés désormais par les acheteurs. L'ordonnance du 23 juillet 2015 procède également à la possibilité de réserver des marchés publics ou des lots autres que ceux de la défense et de la sécurité à des entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire, au sens de la loi du 31 juillet 2014. Donc c'est là une véritable nouveauté, c'est qu'on étend le principe de ces marchés réservés à des entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Cependant, cette extension se fait aux conditions suivantes. Le marché doit porter exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels. La liste devrait être fixée par un avis au journal officiel de la République française, excepté là encore les marchés de défense et sécurité. L'entreprise doit avoir pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation de services objets du marché. Et enfin, l'entreprise ne doit pas avoir déjà été titulaire au cours des 3 dernières années d'un marché public relatif aux services visés par ce dispositif. Enfin, dernier mécanisme de lutte contre le dumping social, c'est l'extension du rejet des offres anormalement basses aux prestations sous-traitées. Cela ressort donc de l'article 53 et 62 de l'ordonnance, puisqu'afin d'éviter tout dumping, désormais, lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur public devra exiger que le candidat fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. C'était déjà ce qui avait été prévu par la jurisprudence actuelle. Et si, après vérification des justifications fournies, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il devra la rejeter dans les conditions qui seront fixées par décret. Quel est l'apport de l'ordonnance du 23 juillet 2015 sur ce rejet des offres anormalement basses? C'est le fait que ce mécanisme soit désormais étendu aux prestations sous-traitées, puisque l'acheteur devra désormais réclamer à l'opérateur économique des justifications sur le montant des prestations qui lui paraissent suspectes. Là encore, on peut s'interroger sur la mise en œuvre pratique de cette mesure, puisque généralement, les sous-traitants ont tendance à concéder à leurs prestataires des niveaux de prix qui sont relativement bas. Au travers d'accords commerciaux, il sera certainement difficile pour l'acheteur public d'obtenir des justifications sur le montant des prestations qui sont sous-traitées. À noter également en matière de sous-traitance, le fait que l'ordonnance du 23 juillet 2015 étend le bénéfice du paiement direct des sous-traitants à l'ensemble des marchés publics passés par des acheteurs, et notamment à ceux qui étaient jusqu'ici soumis à l'ordonnance de 2005. Et enfin, il faut modifier cet item sur le support qui vous est présenté. L'ordonnance du 23 juillet 2015 ne supprime pas la règle de l'interdiction de la sous-traitance totale, mais au contraire prévoit qu'un certain nombre de prestations pourront être, que l'acheteur public pourra exiger qu'un certain nombre de prestations soient réalisées en direct par le titulaire du marché et ne soient donc pas sous-traitées à ses sous-traitants. Voici les 3 principaux apports donc de l'ordonnance du 23 juillet 2015, mais un certain nombre d'autres mesures révolutionnent quelque peu l'organisation et le droit de la commande publique, et donc nous allons essayer de balayer quelques-unes de ces autres mesures sans toutefois arriver à être peut-être exhaustifs. Tout d'abord, s'agissant des exclusions qui sont applicables aux relations internes au secteur public. Ces exclusions sont consacrées désormais aux articles 17 à 20 de l'ordonnance, sous l'appellation de relations internes au secteur public. L'ordonnance du 23 juillet 2015 identifie ainsi plusieurs formes de coopération qui sont exclues de son champ d'application. Il s'agit d'abord de la coopération verticale, c'est l'article 17 de l'ordonnance, que l'on connaît mieux sous le nom d'exception dite in-house ou quasi-régie, qui était jusqu'ici consacrée par la jurisprudence européenne, mais également par la jurisprudence interne. C'est le fait pour un pouvoir adjudicateur, donc, de confier directement un marché à une structure, dès lors que 3 conditions sont remplies. La première condition est relative au contrôle analogue, puisqu'il faut que le pouvoir adjudicateur exerce sur la structure un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. Ensuite, plus de 80% des activités de cette structure doivent être réalisées pour le compte du pouvoir adjudicateur ou d'autres pouvoirs adjudicateurs. C'est là une petite révolution, puisque jusqu'ici, la jurisprudence nationale considérait que les entités contrôlées devaient agir exclusivement pour le compte du pouvoir adjudicateur, donc 100% des activités de la structure devaient être réalisées pour le compte du pouvoir adjudicateur.
Et enfin, troisième condition, il faut que la structure ne comporte pas de participation directe de capitaux privés. Là encore, à l'exception des formes de participation sans capacité de contrôle ou de blocage, ce qui est une nouveauté observée par l'ordonnance et qui élargit donc les conditions d'application de cette exception sur le fondement de la jurisprudence européenne qui était la plus souple que finalement ce qu'avait prévu le législateur, notamment en termes de société publique locale. Cette exception est également étendue par l'ordonnance du 23 juillet 2015 au cas des marchés passés par la personne contrôlée au pouvoir adjudicateur qui la contrôle. C'est le cas du in-house inversé, donc la relation contractuelle se fait dans l'autre sens, mais également au cas où le marché est passé par une personne morale contrôlée par le pouvoir adjudicateur à une autre entité également contrôlée par le pouvoir adjudicateur. C'est ce qu'on appelle le in-house collatéral. L'ordonnance du 23 juillet 2015 consacre également la coopération dite institutionnelle, c'est-à-dire le cas où plusieurs pouvoirs adjudicateurs expriment ensemble une volonté de s'associer au travers d'une structure qu'ils détiennent et qui est chargée d'assurer une partie de leurs services ou de leurs activités. C'est notamment intéressant en matière de GUE ou en matière de logement social, où on devrait pouvoir avoir un certain nombre de contrats qui devraient être exclus du champ d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Enfin, deuxième forme de coopération qui est véritablement consacrée par l'ordonnance du 23 juillet 2015, dans le sens d'ailleurs des directives européennes, c'est la coopération horizontale qui est prévue à l'article 18. Cette coopération horizontale vise à exclure donc du champ d'application de l'ordonnance l'ensemble des contrats qui sont conclus entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus et qui ont pour objet la mise en œuvre d'une coopération lorsque deux conditions sont remplies. Il faut tout d'abord que la mise en œuvre de la coopération ne réponde qu'à des considérations d'intérêt général, et il faut que les pouvoirs adjudicateurs réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20% des activités concernées par la coopération. S'agissant de cette seconde condition, il faudra attendre certainement des interprétations jurisprudentielles pour comprendre réellement ce que représente ce seuil de 20%. Autre nouveauté consacrée par l'ordonnance du 23 juillet 2015, ce sont les marchés publics globaux. Ils sont définis aux articles 33 à 35 de l'ordonnance, qui apportent deux nouveautés au dispositif d'ores et déjà existant, en sachant que jusqu'ici, des marchés globaux pouvaient être passés par les acheteurs publics aux fins de confier la conception, la réalisation, l'exploitation ou la maintenance d'un équipement. Vous les connaissez mieux sous le nom de CREM ou de REM. En premier lieu, l'ordonnance harmonise les différents dispositifs existants en une seule et même catégorie de marchés dits globaux. Vous pourrez le constater, les marchés publics globaux sont désormais réunis sous une seule et même section. Cette catégorie réunit ainsi à la fois les marchés de conception-réalisation, les marchés désormais globaux de performance, qu'on connaissait donc jusqu'ici mieux sous l'appellation de CREM et de REM, ainsi que les marchés globaux dits sectoriels, qui sont issus des différentes dérogations législatives existantes à la loi MOP, notamment la LOPSI, la LOPJ et la loi Pinel qui, en 2014, a consacré la possibilité de passer des contrats de revitalisation artisanale et commerciale. En second lieu, et c'est la véritable nouveauté de l'ordonnance, celle-ci élargit le recours aux marchés globaux de performance, notamment lorsque les travaux portent sur des ouvrages soumis à la loi MOP. Jusqu'ici, effectivement, lorsque des travaux étaient soumis à la loi MOP, étaient passés dans ces contrats de conception, réalisation, exploitation, maintenance, il fallait que le pouvoir adjudicateur justifie notamment d'un motif d'ordre technique, qui était repris d'ailleurs dans la loi MOP. Désormais, cette condition relative au motif d'ordre technique est supprimée et il suffit désormais que l'acheteur impose à son co-contractant des objectifs chiffrés de performance, définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. On peut donc se demander si, au travers cette disposition, le gouvernement a tenté de consacrer une nouvelle exception au cadre légal de la loi MOP au travers ces contrats globaux de performance. Autre nouveauté de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui est consacrée à l'article 40 de cette ordonnance, c'est l'évaluation préalable, qui existait jusqu'à présent en matière plutôt de contrat de partenariat, puisque effectivement en matière de contrat de partenariat, on avait une obligation de réalisation d'une évaluation préalable pour les montages de type PPP. Il y avait également une obligation de réalisation d'une étude de soutenabilité budgétaire pour les projets de contrat de partenariat de l'État et des établissements publics dotés d'un comptable public, mais également une obligation de réalisation d'une évaluation socio-économique pour les plus gros projets d'investissement de l'État et de ses établissements publics.
Aujourd'hui, l'ordonnance du 23 juillet 2015 généralise véritablement, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, l'obligation d'évaluation préalable à tous les marchés qui relèvent de l'ordonnance, dès lors que le montant de l'investissement sera égal ou supérieur à un seuil qui devra toutefois être défini par décret. Jusqu'ici, on a entendu parler d'un seuil de 100 millions d'euros, mais il devra être défini par voie réglementaire. Le contenu de cette évaluation et les modalités de sa méthodologie devront également être précisés par décret. L'objectif d'une telle évaluation demeurant toutefois d'analyser les différentes options contractuelles qui sont envisageables et d'évaluer leurs avantages et leurs inconvénients au regard des caractéristiques du projet, de la maîtrise des principaux risques liés au projet, des objectifs stratégiques poursuivis par la personne publique et des compétences et moyens dont elle dispose. Il s'agit donc d'un véritable instrument qui devrait aider les acheteurs à la décision, même si en vertu du principe de liberté contractuelle, il convient de rappeler que les acheteurs conservent une marge d'appréciation dans l'opportunité du choix de leur outil contractuel. Notamment, on pense que certaines considérations politiques devraient toujours guider le choix de l'acheteur dans le type de contrat qu'il devra passer. Autre point sur lequel il convient de s'attarder, il concerne les achats centralisés et groupés, qui sont consacrés aux articles 26 à 28 de l'ordonnance. À cet égard, l'ordonnance clarifie réellement la possibilité de constituer des groupements de commandes, mais n'en modifie pas totalement le régime, puisque l'ordonnance réaffirme la possibilité de constituer des groupements de commandes, notamment avec une ou plusieurs personnes morales privées, de droit privé, non soumises à l'ordonnance. L'ordonnance rappelle également la nécessité pour les membres d'un groupement de signer une convention constitutive qui devra préciser les règles de fonctionnement du groupement et redéfinit la répartition des responsabilités entre les membres du groupement, notamment au regard du rôle du coordonnateur du groupement. En matière de centrale d'achat, là, de véritables nouveautés sont apportées par l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui consacre plusieurs nouveautés, parmi lesquelles la possibilité pour une centrale d'achat de réaliser, outre ses activités d'achat centralisées, on les connaît mieux sous le nom d'activités d'achat pour revente et d'activités d'intermédiation contractuelle, puisque vous le savez jusqu'ici, et c'est toujours le cas, une centrale d'achat peut soit acheter des fournitures et des services et des travaux pour les revendre à ses adhérents, soit passer au nom et pour le compte de ses adhérents les procédures de passation. Aujourd'hui, en plus de ces activités d'achat centralisées, une centrale d'achat pourra se livrer à des activités d'achat auxiliaires qui porteront sur du conseil et de l'assistance technique notamment, ce qui offre une véritable opportunité notamment pour les petites collectivités publiques qui n'ont parfois pas les moyens techniques et humains pour gérer un certain nombre de procédures de passation, de s'appuyer sur ces centrales d'achat. En matière de centrales d'achat, l'ordonnance élargit également la possibilité d'organiser des achats centralisés entre différents États de l'Union européenne, et c'est également le cas en matière de groupement de commandes, puisque l'ordonnance prévoit de consacrer la constitution de groupements de commandes transnationaux avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d'autres États membres de l'Union européenne, étant précisé que le recours à un tel groupement de commandes ne doit pas conduire à un contournement des règles de la commande publique nationale. En pratique, on peut quand même s'interroger sur la mise en œuvre de tels groupements de commandes et notamment des difficultés qui pourraient être occasionnées lors de l'exécution de ces marchés. Il faudra bien cadrer notamment la loi qui sera applicable à ces contrats ainsi que la loi qui sera applicable aux contrats qui seraient conclus à la convention constitutive, notamment du groupement qui sera conclu entre les différents membres du groupement, mais également s'agissant de l'opportunité pour des candidats de candidater à ces marchés-là, notamment au regard des conditions pratiques d'exécution. Enfin, l'ordonnance consacre la possibilité également de recourir à une centrale d'achat localisée dans un autre État membre. Dans cette hypothèse, il faut noter que la loi applicable sera celle du pays dans lequel est située la centrale d'achat, puisque comme ce qui était prévu jusqu'ici, les adhérents qui recourent à une centrale d'achat sont dispensés du respect de leurs obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que la centrale d'achat respecte bien les règles de la commande publique. Enfin, est consacrée la possibilité de constituer des entités communes transnationales. On fait notamment référence dans l'ordonnance du 23 juillet 2015 aux groupements européens de coopération territoriale qui sont particulièrement utiles en matière de coopération transfrontalière. Voici donc une présentation des principaux apports de l'ordonnance du 23 juillet 2015, en sachant donc, comme vous l'avez vu tout au long de cet exposé, qu'un certain nombre de dispositifs demeurent à préciser par voie réglementaire. Et donc, pour reprendre l'expression de Jean Maillat, le décret
L'ordonnance du 23 juillet 2015 est aujourd'hui une boîte à outils à disposition des acheteurs et les décrets d'application qui devraient venir devraient être leur mode d'emploi, étant précisé que 2 décrets d'application devraient être pris, l'un en matière de marché public de défense et de sécurité et l'autre qui devrait concerner l'ensemble des autres marchés. Ainsi, outre les précisions à apporter aux différentes dispositions de l'ordonnance qui viennent d'être exposées, on peut relever un certain nombre de dispositifs qui demeurent à préciser dans les 2 décrets d'application. Tout d'abord, on peut penser au concours de maîtrise d'œuvre, qui figure à l'article 8 de l'ordonnance, puisqu'après avoir totalement disparu des différentes versions successives du projet d'ordonnance, le concours de maîtrise d'œuvre a finalement été défini dans l'ordonnance du 23 juillet 2015, non comme une procédure de mise en concurrence, mais comme un mode de sélection, par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie. Il reste donc à préciser dans quel cas le recours à ce mode de sélection sera obligatoire et selon quelle procédure ce mode de sélection s'opérera. La dématérialisation, par ailleurs, elle est consacrée à l'article 43 de l'ordonnance qui généralise la dématérialisation des communications et échanges d'informations qui étaient jusque-là obligatoires uniquement pour les achats de fournitures, de matériel informatique et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 € hors taxe. Toutefois, les modalités et les exceptions à cette obligation devront être précisées, là encore, par voie réglementaire. L'open data, véritable nouveauté, là encore, de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui est consacrée à l'article 57 et au terme duquel les acheteurs publics devront rendre accessible l'ensemble des données essentielles des marchés sous format ouvert et librement réutilisable. Les décrets d'application devront là encore préciser les conditions de cette mise à disposition. On peut aussi penser au sourcing qui a été consacré par les directives européennes au travers du principe de consultation préalable du marché en vue de préparer la passation des marchés. Il s'agit véritablement d'une veille prospective auprès de vos fournisseurs notamment. Les directives prévoient ainsi la possibilité de solliciter des avis auprès d'experts ou d'acteurs du marché, lesquels pourraient être utiles à la préparation de la consultation. Là encore, aucune indication dans l'ordonnance du 23 juillet 2015, les décrets d'application devraient se charger de préciser les modalités de recours à ce sourcing. Enfin, et c'est une mesure non des moindres, l'ensemble du détail des procédures de mise en concurrence qui sont prévues à l'article 42 de l'ordonnance sont renvoyés à la voie réglementaire, puisque s'agissant du déroulement de ces procédures, des dispositions réglementaires devraient les préciser. L'ordonnance se contente en effet de décrire les différentes procédures formalisées pouvant être mises en œuvre. On retrouve là l'appel d'offres ouvert ou restreint, la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée avec mise en concurrence préalable et le dialogue compétitif, sans toutefois avoir d'autres précisions sur le déroulement concret de ces procédures. On attend donc là aussi des précisions réglementaires sur ces procédures et notamment sur le fait que des procédures négociées devraient a priori devenir la règle dans les nouvelles dispositions que l'on attend. Voilà donc un aperçu des principaux apports de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des mesures qui demeurent à préciser par voie réglementaire. Bien, je vous remercie. Donc, nous avons quelques questions qui nous ont été posées par écrit avec notamment une question concernant les activités d'achat auxiliaire. Est-ce que ça signifie que le pouvoir adjudicateur pourra recourir à une centrale pour ses services et donc sans mettre en concurrence des cabinets ou bureaux d'études? Alors, a priori, sur ces services d'activité, sur ces activités d'achat auxiliaire, l'ordonnance est assez large sur ce qu'elle entend sur ces activités d'achat d'auxiliaire, puisqu'il s'agit à la fois de mise à disposition d'infrastructures techniques, mais également et surtout de conseils sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché public, ainsi que sur la préparation et la gestion des procédures de passation de marché au nom de l'acheteur concerné et pour son compte. Donc effectivement, on peut penser que notamment des petits acheteurs pourront recourir au service d'une centrale d'achat pour avoir des conseils en matière notamment de passation
et notamment des conseils à la fois techniques et administratifs sur la préparation et la gestion de leur procédure de passation. Là encore, il faudrait attendre de voir exactement ce qui est consacré dans cet article 26 de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Alors, on nous demande également quels pourront être les impacts de cette ordonnance sur la loi MOP et son application. Alors, on a relevé que cette ordonnance pouvait avoir un impact sur la loi MOP, notamment s'agissant des marchés publics globaux, puisque comme je vous l'indiquais, désormais, les marchés globaux de performance qui sont aujourd'hui visés sous l'appellation des CREM et des REM ne font plus référence à l'application de la loi MOP, notamment lorsque ces marchés comportent des travaux qui sont soumis à cette loi. Donc on peut véritablement s'interroger sur le fait de savoir si ces marchés globaux de performance sont une extension à la dérogation législative à l'application de cette loi MOP, puisque désormais, même si ces marchés globaux de performance incluent des travaux qui sont soumis à la loi MOP, a priori, il n'y aura plus besoin de justifier d'un motif d'ordre technique, mais seulement de justifier d'engagement performantiel et d'objectifs en matière de performance qui seraient assignés à son co-contractant. Donc c'est là déjà un premier impact sur la loi MOP. On peut aussi relever sur la définition des marchés de travaux, qui ne sont aujourd'hui plus définis comme auparavant par rapport à la notion de maîtrise d'ouvrage, mais plus par rapport à l'influence décisive et déterminante du pouvoir adjudicateur de l'acheteur sur la conception de l'ouvrage. Donc c'est quand même là encore finalement une dérogation à ce qui est aujourd'hui prévu par la loi MOP. Pour le reste, il faut peut-être attendre de voir, étant précisé que l'ordonnance du 23 juillet 2015 aujourd'hui ne prévoit pas, notamment dans ces dernières dispositions, une modification des dispositions de la loi MOP sur d'autres aspects. Alors, s'agissant du régime des délégations de services publics, là, je vous renverrai donc à la directive concession qui devrait être transposée donc également dans les mêmes délais que ce qui était prévu en matière de marché, donc en tout état de cause avant le 1er avril 2016. Aujourd'hui, on sait que le projet d'ordonnance de transposition de cette directive concession ainsi que ses décrets d'application ont été mis en concertation. Donc, on devrait vraisemblablement avoir une avancée sur ces textes d'ici la fin de l'année, mais il faut attendre donc la transposition de ces textes en droit interne pour en savoir un peu plus sur le régime des délégations de services publics. Alors, s'agissant de l'impact de l'ordonnance quant à un début de protectionnisme européen, sur ces mesures, je vous renvoie qui sont assez complexes. Alors, c'est l'article 2 notamment de l'ordonnance qui prévoit effectivement un certain nombre de mesures qui permettent de consacrer ce protectionnisme en matière européenne. Je vous renvoie sur ce sujet à la fiche d'impact qui a été faite sur le projet d'ordonnance, qui est assez complet et qui notamment détaille les dispositifs existants qui concernaient jusqu'à présent les marchés de défense et de sécurité et qui sont étendus désormais à l'ensemble des marchés et qui sont assez complets sur ce qui existait, ce qui est prévu par les directives européennes et ce qui a été transposé dans l'ordonnance en droit interne, étant précisé que le projet d'ordonnance n'a pas bougé sur ce point-là. Donc vous pouvez véritablement vous référer à la fiche d'impact. Nous avions également une question sur le délit de favoritisme pour savoir si ce délit de favoritisme serait étendu à l'ensemble des marchés, notamment à ceux qui jusqu'ici étaient soumis à l'ordonnance de 2005. C'est une véritable question qui se pose et il faudra attendre là qu'un juge pénal puisse se prononcer, puisque vous savez que jusqu'ici le délit de favoritisme était limité aux marchés qui étaient conclus sous le régime du Code des marchés publics. Mais c'est vrai qu'avec cette suppression de la dichotomie entre ordonnance de 2005 et Code des marchés publics, on peut craindre que le délit de favoritisme soit étendu désormais à l'ensemble des acheteurs et notamment ceux qui étaient jusqu'ici soumis à l'ordonnance de 2005.
Alors, on me pose une question également sur les mesures qui visent à favoriser les entreprises locales. Un certain nombre de dispositifs ont quand même été intégrés dans l'ordonnance de 23 juillet 2015, notamment au travers de cette notion de cycle de vie dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'effectivement, au travers de cette notion de cycle de vie, on devrait pouvoir faire en sorte de prendre en compte la proximité géographique des entreprises. Donc on m'interroge sur l'article 14.6 qui exclut du champ d'application de l'ordonnance les marchés publics de services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro. A priori, ces marchés devraient donc être exclus du champ d'application du Code. On m'avait également interrogé sur les marchés publics en termes de communication électronique. C'était donc le point 15 de l'article 14. S'agissant de ces marchés en matière d'exploitation de réseaux publics de communication électronique, pas de réelle nouveauté par rapport à ce qui est prévu dans le Code des marchés publics, puisque cette exception avait été prévue lors de la dérégulation du secteur des télécoms, notamment pour que les personnes publiques qui étaient elles-mêmes gestionnaires de réseaux publics de communication puissent passer des marchés avec des fournisseurs qui soient exclus du champ d'application des règles de la commande publique, étant précisé que cette exception est assez rarement mise en œuvre, puisqu'il faut dans ce cas que la collectivité se comporte en investisseur avisé, ce qui n'est généralement pas le cas. Les décrets d'application, alors à quelle date? On n'a pas encore une date. A priori, le gouvernement avait annoncé que ces décrets d'application devraient être mis en concertation à l'automne. On les attendait pour cet été, puis ça a été repoussé à l'automne. Donc on peut espérer que ces décrets d'application sortent d'ici la fin de l'année, mais on n'en a aucune certitude aujourd'hui. Les entités adjudicatrices, on me fait part, semblent être moins impactées car elles gardent une place à part. Effectivement, les entités adjudicatrices bénéficient de dispositions spécifiques au sein de l'ordonnance, et même si on réunit donc au sein d'un seul et même corpus juridique l'ensemble des règles applicables au pouvoir adjudicateur et entités adjudicatrices, on conserve quand même des dispositions spécifiques à ces entités. Les marchés de prestations juridiques, malheureusement, ne sont pas exclus du champ d'application de l'ordonnance. Donc, les marchés de prestations juridiques demeurent aujourd'hui soumis aux règles de la commande publique. On attend toutefois, comme vous le savez, une modification probablement des seuils en deçà desquels aucune procédure de publicité de mise en concurrence est nécessaire. On parle aujourd'hui d'un relèvement des seuils à 25 000 € hors taxe. Il faudra suivre avec attention cette évolution. S'agissant du recours à la négociation, là encore, on peut pas encore trop se prononcer sur cette question. A priori, c'était le souhait de l'Union européenne que d'insister sur le fait de recourir plus facilement à la négociation. Aujourd'hui, l'ordonnance du 23 juillet 2015 liste uniquement les différentes procédures formalisées auxquelles les acheteurs pourront avoir recours, sans toutefois donner de précision quant aux modalités selon lesquelles ces procédures vont s'appliquer, ni même quant à la préférence pour une procédure négociée ou pas. Donc on attend les décrets d'application sur cette question, en sachant que si le gouvernement suit l'état d'esprit des directives européennes, a priori, le recours à la négociation devrait être admis de manière plus souple. Et s'agissant des seuils de recours aux procédures, là encore, il est renvoyé
à la voie réglementaire pour fixer ces seuils. Alors, sur l'article 48, on m'interroge donc sur les interdictions de soumissionner facultatives, qui est là aussi effectivement une nouveauté de l'ordonnance du 23 juillet 2015, puisqu'on étend véritablement les interdictions de soumissionner auxquelles les acheteurs peuvent recourir, notamment aux personnes qui, au cours des 3 années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leur obligation contractuelle lors de l'exécution d'un contrat de concession antérieur ou d'un marché public antérieur. On m'avait interrogé sur ce point-là, notamment au regard du grand 2 de ce même article 48, qui dit explicitement qu'un opérateur économique ne peut être exclu d'une procédure que s'il a été mis à même d'établir dans un délai raisonnable son professionnalisme et sa fiabilité. À mon sens, il n'y a pas d'incompatibilité entre ces 2 dispositions. Il faudra juste, si le candidat a fait l'objet d'une mesure de sanction, notamment d'une mise en régie sur un marché antérieur, qu'il puisse s'expliquer sur les conditions dans lesquelles ces sanctions ont été prises. Mais c'est une véritable nouveauté de l'ordonnance que d'étendre ces interdictions de soumissionner qui demeurent tout de même facultatives. On m'interroge sur le fait de savoir pourquoi la notion de sous-contrat est-elle limitée au marché de la défense. Il me semble que la notion de sous-contrat est plus large que les marchés de la défense et vise véritablement l'ensemble des contrats conclus en sous-traitance. Alors, s'agissant de l'interdiction de soumissionner facultative concernant des candidats qui auraient été sanctionnés lors de précédents marchés, on m'interroge sur le fait de savoir si cette interdiction vise uniquement les marchés publics antérieurs passés avec le même pouvoir adjudicateur ou bien avec n'importe quel autre pouvoir adjudicateur. L'ordonnance ne contient pas de précision sur ce point. A priori, on pourrait avoir une interprétation assez large de cette notion en considérant que c'est avec n'importe quel autre pouvoir adjudicateur. Maintenant, on peut s'interroger sur l'effectivité même de cette disposition, puisque comment savoir si tel ou tel candidat a fait l'objet d'une sanction par un autre pouvoir adjudicateur. Bien, Maître Ricci, je vous remercie donc pour cette présentation riche et très intéressante. Et je vous remercie donc d'avoir assisté à ce webinaire donc consacré à cette ordonnance du 23 juillet 2015. Alors, je vous informe que dans les prochains numéros de la revue Contrat public, numéro d'octobre et novembre, ces 2 numéros seront consacrés justement à l'analyse détaillée des différentes dispositions de cette ordonnance. Voilà. Alors, nous aurons bien évidemment l'occasion d'organiser d'autres rendez-vous experts dans les prochains mois, afin notamment de décrypter les dispositions des futurs décrets d'application de cette ordonnance qui sont très attendus. Alors, nous avons eu beaucoup de questions, beaucoup de demandes de communication du support de présentation de ce webinaire. Donc, bien évidemment, vous pourrez le recevoir. Il suffira d'envoyer un mail à une adresse que nous ferons apparaître dans le cadre des questions d'ici quelques instants. Voilà, je vous remercie.